Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous raconter la triste et révoltante histoire des enfants du placard. Avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce vers le haut pour les référencements, à vous abonner à ma chaîne, et on est parti. 2 mars 2020, il est 12h30 lorsque la police de Flagstaff dans l'Arizona sont appelés du 3100 Monte Vista Drive. Une femme les informe qu'elle croit, selon ses propres mots, que son petit-fils est mort. Il est tout froid et du liquide sort de sa bouche. Il n'y a pas une minute à perdre et les secours se dépêchent dans le petit appartement et y découvrent le petit Dishon Jaden Martinez, 6 ans, inconscient dans le salon. Elisabeth, Anthony et Anne-Marie, les parents et la grand-mère de l'enfant, sont en larmes, mais très vite, les secours se rendent compte qu'ils n'ont pas du tout affaire à un accident domestique. L'enfant est si maigre qu'ils en ont eu un choc en le voyant. Son visage est émacié, ses joues sont creuses, ses yeux enfoncés dans leurs orbites et cernés de noir. On tente un massage cardiaque en vain puisque l'enfant semble être décédé déjà depuis plusieurs heures. Il est effectivement tout froid et la raideur cadavérique est déjà bien installée. Le médecin légiste fait son rapport. Qui l'a trouvé ? C'est moi, répond Anne-Marie la grand-mère. Je ne comprends pas, il allait bien pourtant ce matin. En attendant, les policiers font le tour de l'appartement. Il y a également 2 petites filles en bas âge, mais elles semblent en très très bonne santé. Mais lorsqu'ils poussent la porte d'une chambre, ils tombent sur un autre petit garçon, en pleurs, recroquevillé dans un coin de la pièce. Et ce qui frappe les policiers, c'est le vide de cette pièce. Il n'y a pas un meuble, pas un jouet, seulement une couverture étendue en plein milieu. Les officiers s'approchent du petit garçon et ils constatent que lui aussi est d'une maigreur terrifiante. Ils lui demandent son prénom et s'il sait ce qui s'est passé. Entre 2 sanglots, le petit garçon raconte tout, les détails des dernières semaines horribles qu'il a passées avec son petit frère. Il désigne le placard du doigt. L'un des policiers se dévoue et ouvre la porte du placard, et tout de suite, une odeur d'urine et d'excréments lui prend à la gorge. Au sol, il y a juste une bâche en plastique souillée d'urine. Ils en ont assez vu, assez entendu. Ils retournent au salon et arrêtent sur le champ Anthony, Anne-Marie et Elisabeth. Anthony ne se laisse pas faire et il se débat comme un diable, et Anne-Marie n'est pas en reste puisque de sa grosse voix, elle clame son innocence. Ils sont tous les 3 escortés hors de l'appartement sous le regard incrédule des voisins. Le service d'aide à l'enfance se prend immédiatement en charge le petit garçon de 7 ans et ses sœurs âgées de 4 et 2 ans. En attendant, les enquêteurs essayent de retracer comme ils peuvent le calvaire du petit Dishon, 6 ans, et de son frère, 7 ans. On ne peut pas dire que la situation familiale d'Elisabeth Archibek et d'Anthony José Martinez soit idéale. Jeunes parents de 26 et 23 ans de 4 enfants, ils sont sans emploi et sans domicile fixe et vivent des aides, des maigres aides du gouvernement. C'est pourquoi les 6 se voient habiter chez la mère d'Anthony, Anne-Marie Martinez, 50 ans. Dans leur malheur, ils sont au moins tous ensemble réunis et la grand-mère peut même aider dans l'éducation des enfants. L'appartement d'Anne-Marie est un joli petit appartement confortable dans une résidence tranquille nichée au milieu des pins en Arizona. Et pourtant, Anthony n'est pas le genre de père à se démener pour subvenir aux besoins de sa femme, de ses 2 fils et de ses 2 filles. Au contraire, il préfère largement passer son temps à jouer aux jeux vidéo. Mais quand il s'agit de faire la discipline et de punir, il répond toujours présent avec sa femme et avec sa mère. Les punitions sont très dures et les 2 frères vont rapidement s'en rendre compte. Dishon, 6 ans, et son grand frère, qu'on a renommé Javier dans Le Nouveau Détective, afin de protéger son identité, sont inséparables. Même bouille, même cheveux noirs. Où va Javier, il y a Dishon. Peut-être sont-ils si proches parce qu'ils n'ont personne d'autre au monde ? Car si les 2 dernières sont bien traitées et choyées, eux sont mal aimés et ignorés. Ce qui est frappant, c'est la maigreur des 2 petits garçons qui ne mangent visiblement pas à leur faim. C'est pour ça qu'un soir, alors que tout le monde est endormi, Dishon et son frère se faufilent à pas de loup, dans le noir, dans la cuisine, pour chercher à manger. Impossible de résister, ils ont trop faim. Dishon met la main sur un petit bout de pain quand le plafonnier s'illumine. C'est Anne-Marie, la grand-mère, qui les a pris sur le fait. « Sale petit voleur, je vais vous apprendre, moi, à chaparder !» Réveillé par les cris d'Anne-Marie, Anthony déboule dans la cuisine furieux. Il saisit les 2 frères et les traîne jusqu'au placard de leur chambre où il les enferme pour le restant de la nuit et toute la journée suivante. Ils pleurent, supplient, demandent pardon. C'est promis, ils ne recommenceront plus. Mais très vite, ils vont comprendre que les supplications ne servent à rien et le placard va devenir la maison des 2 frères pendant 1 mois entier. Ils y seront enfermés 16 heures par jour et le rituel est bien rodé. À midi,
Anne-Marie leur apporte un bol de bouillie d'avoine pour le petit déjeuner et à 16h, du pain avec du fromage. Et c'est tout. À 20h, retour au placard jusqu'à midi le jour suivant. Du haut de leur jeune âge, 6 et 7 ans, Dishon et son frère apprennent à savoir si on est le matin ou si on est le soir grâce au peu de lumière qui filtre sous la porte du placard et en écoutant à la porte. Le jour, on entend le bruit des casseroles. Le soir, c'est la télé. Ils apprennent également à rationner leur nourriture comme des naufragés. C'est l'aîné qui a appris à son petit frère à économiser la nourriture parce qu'il sait que c'est tout ce qu'ils auront de la journée. 1 mois, c'est très long. Et les 2 frères ont appris à vivre dans le noir, à coopérer, à se soutenir mutuellement malgré la fatigue, la peur, la faim, les maux de tête et de ventre qui crient famine. Ils doivent aussi apprendre à vivre dans la puanteur et l'humidité de ce placard exigu en plein milieu de leur déjection. Si Javier tient le coup comme il peut, malgré son corps qui s'amaigrit de jour en jour et qui se fatigue, Dishon, lui, tient moins bien le coup. D'ailleurs, il se plaint de moins en moins de la faim. Il n'arrive même plus à avaler quoi que ce soit. Son grand frère a beau l'encourager et lui dire qu'il faut qu'il se force s'il ne veut pas tomber malade, rien n'y fait. Dishon est épuisé. Le 1er mars au soir, il s'endort sur l'épaule de son grand frère. Le lendemain, le 2 mars 2020, le grand frère se réveille et comme c'est bientôt l'heure de manger, il essaye de réveiller Dishon, mais pas de réponse. « Réveille-toi, c'est l'heure de manger !» Toujours pas de réponse. Alors il secoue Dishon plus fort, mais celui-ci bascule en arrière, tel un pantin. Sa peau est froide. Javier ne met pas longtemps à comprendre ce qu'il se passe. Alors il tambourine à la porte du placard et crie « Dishon est malade, Dishon est malade !» C'est là qu'Anne-Marie débarque furieuse. Elle ouvre la porte du placard. « C'est pas bientôt fini ce bazar ?» C'est Dishon, il ne bouge plus. « Mince !» s'écrie Anne-Marie qui emporte le petit corps du garçon dans la pièce d'à côté. En attendant, Javier, laissé seul dans la chambre et sous le choc, se met à pleurer dans un coin de la pièce pendant qu'à côté, on s'agite et on discute sûrement de ce qu'il fallait faire. C'est seulement à 12h30 qu'Anne-Marie appelle les secours. Et cet appel le fait froid dans le dos car c'est sur un ton calme et froid qu'Anne-Marie explique à l'opérateur qu'elle pense que son petit-fils est mort. Elle précise « Il est tout froid et du liquide sort de sa bouche. Par contre, sa peau n'a pas changé de couleur. » Pourtant, il était bien en vie à 8h du matin car elle a entendu discuter avec son frère dans la chambre. Anthony, lui, a joué aux jeux vidéo toute la matinée. Et c'est seulement à midi, quand l'une de ses petites filles est partie pour l'école, et c'est quand elle a amené le petit déjeuner à Dishon et son frère qu'elle les a retrouvés tous les deux sous une couverture, Dishon ne répondant plus. Lorsque les secours vont demander à Anne-Marie si elle sait ce qui a pu se passer, elle répondra que parfois, Dishon se retrouve dans des trucs où il ne devrait pas être, sans expliquer ce que ça veut dire. À leur arrivée, les secours vont directement se douter que quelque chose de terrible est arrivé au petit garçon, et ce, avant même de découvrir le placard de l'horreur. The child was extremely malnourished. He didn't look like a 6-year-old. Après avoir discuté avec le petit garçon de 7 ans, on arrête non sans mal Anthony, Elisabeth et Anne-Marie. Anthony se débat et il faudra plusieurs officiers pour le maîtriser, et Anne-Marie hurle son indignation. Elle a l'audace de dire qu'elle ne faisait qu'aider les parents à maintenir la discipline, que c'est une femme honnête, qui n'a jamais eu de problème avec la justice, et qu'elle voulait seulement préserver ses 2 petits-fils de la rue. Elle ne voulait pas qu'ils deviennent des voyous, quoi. Pendant leur interrogatoire, Elisabeth raconte que Dishon a toujours eu des difficultés à prendre du poids. Il avait été hospitalisé pour une septicémie et une infection urinaire et il avait énormément de mal à manger. Mais petit à petit, il réussissait à prendre du poids même si sa courbe restait en dessous de la moyenne. À 4 ans, il était monté jusqu'à 15 kg avant de retomber à 12 kg et puis c'était la dégringolade. On avait beau le nourrir, il ne prenait pas 1 gramme selon Elisabeth. Mais l'autopsie révélera que l'enfant de 6 ans ne pesait que 8 kg 100, soit le poids qu'il faisait quand il avait 1 an. Alors la défense d'Anthony, c'est de dire qu'il avait vu son fils avaler toute une plaquette de pilules amincissantes à la caféine il y a 1 semaine, et il aurait même trouvé une de ces pilules dans la poche du pantalon de Dishon. Selon lui, il attendait de recevoir les coupons alimentaires de l'État pour pouvoir acheter de la nourriture plus grasse à donner à son fils. Mais les 3 se contredisent et leur déclaration ne convainc pas les enquêteurs. Ils finissent enfin par avouer. Oui, Dishon et son frère étaient bien punis dans un placard pendant 1 mois parce qu'ils volaient de la nourriture. Voilà la sentence pour avoir chapardé un morceau de pain.
for something like this to just come out of the blue is extremely troubling. À part dans Le Nouveau Détective et quelques médias sur Internet, il n'y a pas beaucoup de photos ni d'informations sur Dishon et sa famille. Alors j'ai fouillé les réseaux sociaux et j'ai trouvé le compte Facebook d'Anne-Marie, d'Elisabeth et d'Anthony. Et la première chose qui m'a frappée, c'est le nombre de photos qu'ils ont de leurs enfants. À première vue, on a l'impression d'avoir affaire à une famille aimante et un couple complice, tellement j'ai cru que je m'étais trompée et que c'était les mauvaises personnes. Ce qui m'a indignée, et je me suis dit mais l'audace du gars, c'est qu'Anthony ait osé poster quelques jours avant la mort de Dishon une cagnotte en soutien à Nikki Adimando qui aurait été une victime de violences domestiques et de viol de la part de son compagnon qu'elle a fini par abattre d'un coup de pistolet. Et pendant qu'il fait le bon samaritain sur Facebook, ses 2 fils étaient enfermés dans le placard en train de mourir de faim. Voici une autre publication d'Anthony à laquelle quelqu'un a répondu « Ouais, espèce de petite m***, c'est ce que tu étais en train de manger pendant que tu privais tes enfants de nourriture, pendant qu'ils étaient enfermés dans le placard en train de mourir. Espèce de porc, tueur d'enfants. » Et sur cette photo, quelqu'un a répondu « Allez vous faire voir, toi, elle et ton imbécile de mère. » Je pourrais vous lire d'autres commentaires et vous montrer d'autres publications, mais je voulais vous montrer le culot et la perversité de ces adultes pendant qu'ils faisaient vivre un enfer à leurs enfants. Les photos du corps de Dishon sont tellement choquantes que le tribunal a décidé de ne pas les diffuser au procès. L'autopsie révélera que Dishon était squelettique et gravement malnutri. Lawrence Czanecki, le médecin légiste, a écrit dans son rapport que l'enfant n'avait plus que la peau sur les os, aucune graisse. Ses yeux étaient cernés de noir et totalement enfoncés dans leurs orbites. Ses cheveux étaient clairsemés et cassants. On a aussi remarqué plusieurs abrasions et des bleus partout sur le corps de Dishon. Mais ces blessures n'étaient pas mortelles. Anne-Marie avouera que oui, il lui arrivait de battre les 2 frères à coups de ceinture. Elisabeth, Anthony et Anne-Marie sont poursuivis pour meurtre au premier degré, maltraitance et séquestration et ils sont écroués. Anthony est tellement peu coopératif qu'il est attaché aux poignets et aux chevilles et il est transporté en fauteuil roulant. Tout le long, il a clamé son innocence, il a insulté et menacé les policiers avant de finir par dire « Allez c'est bon, mettez-moi en tôle ». À cette époque, on est en pleine pandémie et on se pose la question de la peine capitale. Mais finalement, s'ils sont reconnus coupables, les 3 seront condamnés à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Seule Elisabeth va accepter de plaider coupable. Le procès d'Anthony est repoussé au 16 avril 2024 et celui d'Anne-Marie en janvier 2024. Alors qu'Elisabeth, elle, a été jugée très récemment, soit le 27 juillet 2023. Un à un, les témoins vont à la barre et témoignent de l'horreur à laquelle ils ont assisté. Mélissa Sey, l'officier qui a ouvert le placard de l'horreur, va dire que c'était la pire chose qu'elle avait vue de toute sa carrière. En parlant de Dishon, elle va dire qu'il était squelettique et son frère, bien que survivant, n'était pas mieux loti. Ses os sortaient de son dos et on pouvait compter ses côtes. L'avocate d'Elisabeth, Christine Brown, parle de l'enfance et la vie difficile de sa cliente. Elisabeth serait née accro à la méthamphétamine à cause de ses parents et elle souffrirait encore de ses addictions. Elle aurait eu une enfance très difficile et très traumatisante et souffrirait de problèmes mentaux. Et ce qui est arrivé à Dishon ne serait pas totalement de sa faute puisqu'elle aurait été sous l'emprise de sa belle-mère et de son mari. Eux-mêmes auraient été violents psychologiquement et physiquement envers elle. Elle n'avait pas le choix que de laisser faire et d'accepter. Mais je souligne qu'Anne-Marie, pendant son interrogatoire, a remis la faute sur son fils et sur Elisabeth. Elle a dit qu'elle était d'accord pour les discipliner, mais elle n'était pas d'accord pour les priver de nourriture. Apparemment, elle aurait déjà essayé de nourrir les 2 frères en cachette, mais elle a été prise sur le fait par Anthony et Elisabeth qui l'ont violemment réprimandée et empêchée de nourrir les petits. L'avocate ajoute que lors d'une visite en prison, sa cliente lui aurait dit qu'elle se sentait plus en sécurité derrière les barreaux que chez sa belle-mère. Elle ajoute qu'elle est consciente qu'elle va passer le reste de sa vie derrière les barreaux, mais elle est réconfortée à l'idée que ses enfants aient une vie meilleure. Ce qui ressort du procès, ce sont les remords d'Elisabeth qui, à la barre, dira qu'elle acceptait de prendre la responsabilité de ses actes et la punition qui va avec. Elle dira « Une grande partie de moi est morte avec mon magnifique fils. Pas un jour ne passe sans que je ne pleure sa perte. Je suis tellement désolée. » Marcy Roof, qui a adopté les frères et sœurs de Dishon, maintenant âgés de 10, 7 et 5 ans, a accepté de témoigner à la barre et elle raconte combien les enfants sont encore traumatisés par les événements. Physiquement, il a fallu 1 an aux frères de Dishon pour reprendre du poil de la bête. Les muscles de ses jambes étaient si atrophiés qu'il avait du mal à marcher. Et psychologiquement, il était terrifié par l'eau, par la nourriture, terrifié de se réveiller en pleine nuit et même d'utiliser les toilettes. Il avait aussi développé une obsession pour la nourriture, c'est-à-dire qu'à peine le repas terminé, il demandait toutes les 5 minutes à Marcy quand allait être le prochain repas.
Marcy lui a préparé une petite boîte de collation pour qu'il puisse grignoter quand il veut, et cette boîte ne le quitte jamais. Sans oublier bien sûr qu'il est condamné à vivre avec les horreurs qu'il a vécues, les images de ce placard obscur et de son petit frère succombant sur son épaule. Il se demande d'ailleurs parfois pourquoi lui a survécu et pas Dishon. Les petites sœurs de Dishon, qui ont été bien traitées, n'en sont pas moins traumatisées. La plus petite, maintenant âgée de 5 ans, a mis 3 ans avant de prononcer un mot, et la plus grande, âgée de 7 ans, est persuadée que Marcy leur a sauvé la vie. Le juge Ted Reed ne se laissera pas attendrir par la défense et par les remords d'Elizabeth, qui a 29 ans est condamnée à la prison à vie avec possibilité de libération conditionnelle après 35 ans. Au départ, on avait rejeté la possibilité de libération conditionnelle, mais comme Elizabeth a accepté de plaider coupable et qu'elle a été très coopérative, on le lui a accordé. Pour le juge, même si ses remords sont visiblement sincères, le crime reste odieux, vicieux et cruel, et cela mérite qu'Elizabeth ne sorte pas de prison de toute sa vie. C'est une affaire triste mais rageante quand on sait qu'en juillet 2013, les services de protection de l'enfance ont reçu une dénonciation pour maltraitance. Elizabeth avait mis un grand coup de pied dans un siège auto avec un enfant à l'intérieur. Mais le dossier a été clos par les autorités qui ont estimé que les accusations étaient infondées. Anthony et Elizabeth ont tout de même accepté d'être suivis par les services sociaux à domicile pour apprendre à être des parents responsables et à fournir un bon environnement pour leurs enfants. Ça, et le fait que Dishon était déjà suivi depuis très jeune pour des problèmes de santé et des difficultés à prendre du poids. Il aurait dû bénéficier d'un suivi plus approfondi et plus régulier, et on aurait pu peut-être constater que quelque chose n'allait pas dans le foyer. Si l'une des petites filles allait à l'école, comme l'a dit Anne-Marie lors de son interrogatoire, Dishon et son frère, eux, n'étaient pas scolarisés. Et bizarrement, ça n'a pas mis la puce à l'oreille aux services sociaux. Je ne comprends vraiment pas ce qui s'est passé. We're investigating further why the female child was allowed to go outside and go to school, but we don't know why the two males were held inside. So they were not going to school. They were not going to school. Cette obsession pour la privation de nourriture dans ce type d'affaires me révolte parce qu'en général, sauf si l'enfant est atteint d'obésité ou de troubles alimentaires comme l'hyperphagie qu'il faut contrôler, un enfant qui vole de la nourriture est un enfant qui a faim. Surtout Dishon et son frère qui étaient maigrichons et Dishon qui avait déjà des problèmes avec la nourriture. Donc au lieu de le punir pour avoir volé de la nourriture, au contraire, on aurait dû l'encourager à manger. Cette affaire me rappelle l'histoire de la petite Nix Marie Brown, massacrée pour avoir volé un yaourt, et malheureusement, ce sont loin d'être des cas isolés. C'est tout pour moi, n'hésitez pas à réagir dans la barre de commentaires, à me laisser un pouce vers le haut si cette vidéo vous a intéressé, même si je pense qu'elle est très difficile pour la plupart d'entre nous. Découvrez cette affaire et tant d'autres dans Ces maisons qui attirent la mort, quand le crime se déroule à huis clos. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas rater mes vidéos, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle affaire, et en attendant, prenez soin de vous et de votre entourage. À bientôt!